Alors aujourd'hui, les filles, on va poursuivre l'enquête sur Je te vois en allant plonger dans le regard, dans cette façon de se connecter à soi et à l'autre dans les yeux, parce qu'on a vu que dans l'autre enquête, le Je te vois, c'était plutôt une connexion de cœur à cœur, qui était donc différente de ce qui se passait dans les yeux. Quelles sont les premières informations que vous captez? Déjà, ça... Allez, vas-y Mélanie. C'est en fait c'est le je te vois et le regard. Déjà la différence entre je te vois et je te regarde, et aller explorer le regard plutôt que les yeux. Voilà, ça m'a amené sur ces différents pôles. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais avoir des infos justement sur la différence entre les yeux et le regard? Je te laisse observer. Vas-y Julie. Moi, j'avais une image en fait dans je te vois, donc les yeux dans les yeux. Oui. C'est comme si quand on plongeait dans le regard d'une personne, on traversait d'autres types de filtres que ceux qu'on a vus dans le je te vois de cœur à cœur. Comme si le cœur à cœur exposé à des filtres émotionnels de blessures qui étaient très proches de l'incarnation et de la vie humaine, même si certains peuvent venir d'autres incarnations. Et dans le je te vois, à travers le regard, on me montre d'autres filtres qui sont vraiment liés au parcours énergétique de la personne en tant qu'essence. Et il y a vraiment une légèreté, une fluidité qui se passe au niveau du type d'information. Et c'est vraiment très différent, le ressenti de l'information entre je te vois dans le regard et je te vois dans le cœur. Alors, ouais, vas-y. Oui, on pourrait croire que le je te vois dans le regard a un côté informationnel, donc informatique et froid. Et en fait, pas du tout. C'est d'une autre puissance. Il y a une notion plus de puissance qui porte l'information. Alors, je vais te proposer de prendre des informations sur cette puissance, peut-être à travers l'exemple de quelqu'un inconnu ou toi, ce qui te semblera le plus confortable et le plus juste. Je te laisse regarder. Alors, Mélanie, la différence entre les yeux et le regard. Les yeux, ça m'amène plus sur la partie anatomique du fonctionnement anatomique, donc en fait ce qu'il y a à l'intérieur et comment est réceptionné à l'intérieur les images, donc, et que le cerveau interprète. Et le regard, c'est ce qui est projeté avec tout un autre champ d'information, voire une association d'autres sens. En fait, c'est comme si je voyais sortir des yeux, comme au cinéma, toi, un rétroprojecteur, et que se crée devant les deux yeux, un monde visuel. Est-ce qui n'est pas que forcément en écho avec l'information purement des ondes qui rentrent, de lumière qui rentrent dans les yeux, qui viennent s'appliquer pour que le cerveau en fasse quelque chose. Et le regard qui est projeté, c'est pas forcément en adéquation parce qu'il y a d'autres informations qui viennent se coller à cette création-là. Alors, c'est ce champ-là d'observation est pas simple parce que là, tu vois, il y a un truc qui m'est venu tout de suite, c'est que finalement, nos yeux sont aussi, d'une certaine manière, l'expression de notre regard. Alors, en fait, pas les yeux d'un point de vue anatomique, c'est l'énergie qui circule au travers des yeux. C'est-à-dire que alors, ça m'amène au niveau de l'œil, dans la partie cristalline, comme
On dirait un tissu ou un liquide, je ne sais pas, énergétiquement différent Mhm. et qui est justement le projecteur, le rétroprojecteur. La lentille, Ouais, comme une sorte de lentille. ouais, mais le côté lumière qui Mhm. va s'exprimer au travers de l'œil. Alors, donc l'œil est la partie physique qui permet ce regard, cette projection-là. Ouais, en fait, c'est comme si l'œil, physiquement, c'était ce qui réceptionnait l'information et Mhm. le regard, c'est ce qui était projeté. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait regarder un œil? On pourrait observer un œil justement dans sa composition énergétique. Est-ce que sur ce cristallin, cette lentille, je sais pas comment, ce liquide-là, il y a déjà une certaine fabrication avec des éléments particuliers qui font que le regard sera voilà, orienté d'une certaine manière ou pas? Je je regarde. Ben oui, Je te dis. d'accord, ça marche, observe. Très Bah, bien. j'observe. Ok, ok. Vas-y, Julie, je t'écoute. Alors, cette Alors, puissance. oui, moi j'observais un cas, mais un cas de 2 personnes. Comment ça se passe quand il y a cette rencontre de regard à regard. Mhm. Et le premier cas que j'ai, c'est une personne qui regarde l'autre dans les yeux, mais avec une intention de lire en lui. C'est-à-dire qu'il a une posture, on va dire, de thérapeute ou de. Il fait ça en conscience. Mhm. Il plonge son regard dans l'autre, dans l'intention d'aller lire dans l'énergie de la personne au travers de ses regards. Alors c'est quelque chose c'est un accord entre les deux. Hein. Il n'y a pas d'intention, de viol énergétique qui se fait. Et en plongeant son regard, en fait, il traverse les champs d'information des corps supérieurs de la personne. Il est plongé directement dedans. Et il arrive à faire ça parce que lui, de son côté, ses champs énergétiques sont aussi alignés. Et ça me montre le schéma un petit peu comme le fonctionnement de la rétine où il y a une projection et on voit que l'image est inversée et ensuite est rééquilibrée. Et en fait, les yeux, dans cette lecture du champ d'information supérieure de l'autre personne, il y a une sorte d'inversion comme ça qui se fait. Dans le sens où celui qui a l'intention d'accompagner l'autre par cette lecture de regard doit avoir accès lui-même à tous ces champs d'information pour pouvoir avoir accès aux champs d'information en face. Et l'information qui va émaner de cet exercice va dépendre de l'ouverture de l'un pour pouvoir accéder à l'ouverture de l'autre. C'est-à-dire que si une personne a un champ d'information, accès à ses propres champs d'information de façon réduite, il n'aura que accès à un champ d'information réduit chez l'autre. Ça, c'est très intéressant parce Et donc, que ouais, vas-y, vas-y, oui, vas-y. vas-y. Parce que des fois, on a l'impression justement que certaines personnes ont le pouvoir, entre guillemets, de lire certaines autres personnes, comme ouais, une sorte de pouvoir une sorte de, comment, pas de viol, mais de pénétration comme ça de l'intimité, alors que là, tu es en train de dire l'inverse, en fait. Si l'autre peut percevoir, Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. ok. Il y a des cas de viol de l'intimité si la personne a une mauvaise intention. Mhm. D'accord. Là, le cas que j'observe, il y a vraiment un accord entre les deux pour Mhm. que cet exercice se fasse. D'accord. Ok. D'accord. Mais tu vois, je prenais le cas justement d'une personne qui fait ça, donc avec une intention de nuire directement ou indirectement. Je vois, il a un champ qui est très dense. Mhm.
tu vois, sur son ouverture, lui, c'est très dense. Et en fait, il va récupérer les informations sur les champs déséquilibrés de la personne en face. J'ai le cas d'une personne qui se sert de sa capacité pour en fait déstabiliser l'autre qui est en face. Donc il va être connecté aux blessures, aux failles de l'autre pour viser dedans. Le premier cas que j'avais, c'était 2 personnes, donc une qui avait vraiment un grand équilibre et un accès à ses parties les plus hautes et qui se servait de sa propre amplitude énergétique pour aller révéler à celle qui est en face, au travers son regard, son propre champ énergétique et sa propre amplitude énergétique. Alors, on va rester sur le cas de ce thérapeute-là. Dans cet exercice, est-ce que le thérapeute, à travers donc le regard, quelque part vient capter l'information des parties supérieures de l'autre? Oui. Alors Et oui, ça me montre comment ça fonctionne en fait. Donc là, le thérapeute, avant de se connecter, pratique sur lui-même vraiment un alignement de toutes ses énergies, de tous ses corps. Et à partir de là, il y a déjà une première phase donc, de rencontre, de regard à regard avec la personne qui est en face. Et avant même de percevoir des informations, en fait, sa propre vibration est proposée au travers du regard à la personne en face pour lui montrer l'alignement, l'énergie d'alignement. Et je vois dans ce premier contact visuel, ça fait réagir l'énergie de la personne qui reçoit le regard. Il y a en même temps le regard qui est un point d'ancrage, ce regard du thérapeute qui a un point d'ancrage, et autour de ce point d'ancrage, les énergies se mettent à vibrer sur la personne qui est en face. Ça peut être déstabilisant, mais en fait, elle vibre pour s'aligner au regard du thérapeute qui, lui, a une posture comme un point d'amarrage, une posture de repère. D'accord. Et dans un deuxième temps, une fois que cet alignement s'est fait, que les 2 énergies peuvent se rencontrer, le thérapeute, là, il me montre, il fait une ouverture. Il n'est plus que dans le regard, il y a une espèce d'ouverture énergétique qui se fait à partir de son espace cœur. Et il va à la rencontre de l'espace de la personne qui est en face et il peut avoir accès aux informations de la personne. Et quand il a accès aux informations de la personne, c'est de l'ordre de quoi? De l'utilisation de ses capacités extrasensorielles, entre guillemets? Et j'entends télépathie, médiumnité, tous les clairs, peu importe. Alors, de celle du thérapeute ou de l'autre? Oui, non, du thérapeute. Oui, lui, il a accès à tous ses clairs ressentis. Et regarde un peu ce que ça déclenche chez la personne qui vient le voir et qui accepte cet exercice. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, au niveau des clairs ressentis, il y a c'est comme si le thérapeute proposait son mode d'emploi, comme ça, et que la personne en face, inconsciemment, choisissait les parties du mode d'emploi qui correspondaient à son fonctionnement et son besoin du moment. Il y a vraiment un partage d'informations, comme si la personne en face était prête à développer un clair ressenti, une clairvoyance par exemple, et qui se mettait en alignement avec la clairvoyance du thérapeute. Il y a déjà cette partie-là. Après, il y a une autre partie qui se passe au niveau de la connexion à l'essence originelle de la personne. Et le thérapeute, il va faire vibrer, ça fait vibrer les informations originelles de la personne qui est en face. Et en les faisant vibrer, en fait, tu vois, c'est comme si ça descendait, l'information descendait au travers des corps et réinformait les différents corps énergétiques jusqu'à la partie la plus consciente de l'incarnation. Et ça passe pas par le corps mental, en fait. L'information, elle s'imprègne. Il n'y a pas de mots,
Il n'y a pas une pensée, en fait, un concept mental qui s'accroche à cette information qui descend. C'est vraiment une information qui vient s'inscrire dans le corps et qui n'est pas mentalisée. On me dit, Est-ce c'est que, pas s'inscrire, c'est se réveiller. est-ce que justement, quand cette personne reçoit ce qu'elle s'est invitée à aller trouver auprès de ce thérapeute, change son regard? Alors, pas sur l'instant. Il y a déjà une phase où c'est vraiment au niveau des vibrations de son corps, son physique. Il y a quand même une évolution qui se fait à ce niveau-là. Le changement, ça va au-delà du regard. Ça va vraiment dans toutes ses perceptions et son ressenti de la vie. Comme si le mot regard, Mélanie va développer le regard, ce mot-là avait un côté œillère. Projection. Hier et Ok. projection, que là, le travail qui est fait, il y a tout le corps, en fait, tout le ressenti dans la vie qui évolue. Ceci dit, si on reste focalisé sur le regard, c'est quelque chose dont on parle souvent, justement, changer de perspective, changer de point de regard sur la vie suite à une compréhension, un événement qui nous fait comme nous faire changer de place, de voir une même chose, mais oui, c'est ça, sous un autre angle de vue. Oui, mais en fait, ça commence par le changement d'énergie qui ensuite va ouvrir et changer le mode de regard. Et c'est là où l'information arrive dans le corps mental, comme si la notion de regard était associée au corps mental. Et tu vois, on me montre vraiment ce schéma où il faut accepter, quand on est patient avec une personne à qui on fait confiance, que le mental ne va pas être forcément satisfait par les mots qui vont être dits, mais qu'il y a quelque chose au-delà des mots et des scénarios qui sont proposés, qui se passent. Et c'est une énergie, sa propre énergie, c'est pas une énergie extérieure, en fait, c'est sa propre énergie qui fait un chemin dans le corps et qui n'a pas besoin de mots pour ça. Et c'est pour ça que le regard du thérapeute en face fait vraiment un point d'ancrage dans le regard de la personne qui est en face, parce que elle rassure parce qu'il n'y a pas de mots qui rassurent le mental, mais ce regard du thérapeute en face qui voit et qui perçoit toute la grandeur de l'être qui est en face de lui, crée ce point d'ancrage et rassure le mental. En ne prononçant aucun mot. En ne prononçant aucun mot. Julie, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si là, on venait de comprendre tout l'intérêt du mental, c'est-à-dire que le corps tout entier réceptionne l'énergie et que ça remonte ensuite, pour imaginer un mouvement, mais bon, ça remonte ensuite dans le mental qui, lui, va pouvoir, à travers le regard, modifier, poser des mots sur une perception nouvelle. Est-ce que ça serait ça? Oui, c'est tout à fait ça le mouvement qu'on me montre. Bon, on lui a enfin trouvé sa place à ce mental. Au service. C'est comme si, voilà, l'énergie qui descendait, les parties supérieures, reprogrammer le mental avec une nouvelle version, une nouvelle façon de voir le monde. Alors, est-ce que tu peux regarder cette personne donc, qui vient de recevoir sur elle-même, avec elle-même, ce mouvement-là énergétique qui remonte donc à son mental? Elle pose un nouveau regard, regarde un peu comment ça évolue, sa nouvelle perspective, qu'est-ce qui se passe chimiquement, énergétiquement. OK? Alors, Mélanie, la composition énergétique des yeux. Alors, en fait, j'avais un chemin de l'énergie de l'extérieur, comme une énergie électrique qui passe directement par l'iris
et qui suit le chemin conducteur de l'information. Donc, qui est quelque chose de très ciblé. Enfin, toi, comme un éclair, mais toi, quelque chose que tu peux suivre et qui vient donc à l'intérieur du cerveau. Alors, je ne sais pas si c'est la glande pinéale, mais ça ressemble, qui vient envoyer des décharges. Alors, c'est pas des électrochocs, hein, mais l'image qui vient se connecter au centre du cerveau. Et ce centre du cerveau, je le vois s'activer. Et sur une information très directive, très droite comme ça, très linéaire, qui vient et qui suit le chemin énergétique, anatomique au travers l'œil, il vient activer ce centre-là. Et à partir du moment où il y a cette... alors comme une décharge, hein, encore une fois, c'est pas un électrochoc, mais il y a une expansion d'énergie qui se fait au travers de cette glande comme ça. Et là, du coup, je vois l'expansion comme ça qui traverse le corps et qui va rayonner au travers de tout le corps et de tous les sens au niveau de la tête, et jusqu'à en fait impacter même le visage, parce que toi, dans le regard, c'est pas que les yeux. Dans un regard, il y a toute l'expression faciale qui vient informer et construire le regard. Donc il y a ce chemin-là d'une information captée visuellement et qui vient s'exprimer et après rentrer en résonance avec peut-être d'autres sens, d'autres clairs, et du coup s'exprimer beaucoup plus globalement, donc au travers des yeux et du regard, vers l'extérieur. Et là, le truc que je vois vraiment dans les iris, je voyais justement des personnes qui étaient les yeux dans les yeux, alors pas dans le cadre d'une relation thérapeutique. C'est plutôt me faisant penser à coup de foudre, ou alors j'ai croisé son regard où il y a quelque chose qui se passe dans le regard, enfin, quand on croise le regard de quelqu'un. Et c'est ce qui est fort, là, ce qui est étonnant, c'est que comme une onde électrique que je vois, due à Dieu, c'est ça, c'est là où se fait la connexion. Et par contre, elle peut ne pas aller jusqu'au centre du cerveau et s'exprimer. L'idée d'expansion dont tu parlais m'a fait vraiment penser, tu sais, à la dilatation de la pupille. En fait, c'est la même image de l'intérieur. Est-ce que tu pourras avoir justement des infos qui pourraient être reliées à ce que tu viens de dire et cette dilatation de la pupille? Alors, au-delà du côté vraiment mécanique lié à l'ouverture par rapport à la lumière. Parce que tu sais, la pupille me fait vraiment penser à un diaphragme d'appareil photo. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, excuse-moi. Qui s'ouvre et se ferme en fonction de la lumière, alors qu'elle soit solaire, vraiment physique, mais aussi une sorte de joie intérieure, de bonheur intérieur, voilà. Là, c'est alors donc je vois donc d'un point de vue physique son adaptation à la luminosité, et quand ça vient de la lumière intérieure, la lumière, comme elle ressort par tous les sens, elle vient impacter de l'intérieur l'iris, la pupille. La pupille. La pupille. Et ouais, ça vient impacter parce que la lumière vient de l'intérieur. Parce que tu sais, des fois, quand il y a des soucis neurologiques, on voit aussi une dilatation qui est pas en adéquation. Et c'est une réaction, on va dire, physiquement, l'œil est programmé comme ça. Enfin, c'est son fonctionnement. Et c'est en fait, il est réceptif aux ondes cérébrales émises. Et donc, quand il y a des choses dans le cerveau qui vont pas, ça va s'exprimer comme ça. Mais là, dans le côté, via la glande pinéale, l'expression de l'augmentation d'énergie,
il y a un passage au-delà du pur fonctionnement mécanique anatomique, mais un passage de l'information et de l'énergie de la personne. Et pour pousser un petit peu sur cette histoire de pupilles dilatées, quand on décède, les pupilles se dilatent complètement. Ouais, c'est rigolo parce que c'est comme si l'énergie qui venait de l'intérieur venait pas, comment dire, s'exprimer au travers de la pupille, mais autour et gérer l'ouverture et la fermeture. Et quand l'énergie s'en va, c'est comme si c'était c'est une image, hein, un muscle autour qui vient faire ça. Et quand cette énergie s'en va, et ben la pupille, ben, elle est plus contenue. Et c'est aussi comme si, puisque l'énergie se retire du corps, elle peut enfin à nouveau se réexpanser et ne plus être contenue dans ce petit corps. Ouais. Ok, très bien. Alors, donc on a cette partie très physique de l'œil par rapport à celle du regard, qui est à la fois différent, mais en lien l'un avec l'autre. Est-ce que tu pourrais faire le pont, prendre un exemple entre ce que tu viens de dire de la composition énergétique de l'œil physique et le regard de la qualité de regard, alors qualité, hein, ni positif ni négatif, hein, ce qui compose le regard d'une personne. Alors Julie, on suit cette personne. Alors, je suivais en fait la séance. Et à la fin de la séance, le thérapeute, il fait au niveau énergie, il n'y a pas une coupure nette comme ça. Il prend le temps de redescendre sa propre fréquence en même temps que celle de la personne à qui il est en face. Comment dire, pour pas que ce soit brutal. La montée en fréquence soit pas coupée d'un seul coup. Donc il y a tout un accompagnement de redescente commune dans leur fréquence quotidienne. Et cette descente se fait en même temps avec une expansion de son champ du cœur. Comme s'il crée un cocon de cœur, là vraiment du chakra cœur, dans lequel la personne pouvait descendre et se restabiliser dans ses énergies. Et une fois que la personne en face de lui est redescendue, c'est là qu'il coupe leurs deux énergies pour que chacun puisse évoluer de son côté. Donc je vais suivre l'autre personne qui a fait ce travail pour elle. Tu as les infos tout de suite ou je te laisse regarder? Oui, je regarde. Voilà, je te laisse regarder. Mélanie, est-ce que tu as pu avoir des infos? Ouais, je regardais de façon beaucoup plus large l'expression. Alors, en fait, dans le regard, il y a le regard qu'on lit sur l'autre et le regard qu'on porte sur les autres. Donc il y a les choses. Là, j'étais plutôt en observation du regard chez une personne. Donc plutôt enfin voilà, en observation, pas forcément le regard qu'il porte sur l'autre. Il y a vraiment ce côté que ce n'est pas juste ciblé sur l'œil en tant qu'organe, mais sur l'ensemble du visage et du rayonnement de la personne. Il faut que tu me reposes la question. En fait, du coup, quel est le pont que l'on peut faire avec la construction énergétique de nos yeux, la manière dont nos yeux sont engrammés de tout un tas de choses, de tout un tas de, je sais pas moi, oui, de composants énergétiques et le regard que l'on a, que les autres perçoivent, qu'on utilise pour observer le monde qui nous entoure. Est-ce que c'est lié? Pas du tout. Voilà, en fait, il y a ce fonctionnement vraiment énergétique inconscient sur
donc ce que j'ai décrit tout à l'heure. Après, le regard qui va être exprimé va dépendre comment ces informations-là sont mises en corrélation avec les autres champs de la personne. Donc champ émotionnel, au cœur, enfin différents champs énergétiques. Et cette information qui est reçue va être mis en corrélation donc avec le propre fonctionnement énergétique de la personne et ce regard qui va être du coup projeté va être différent en fonction du champ énergétique de la personne. Et ça va vraiment se traduire physiquement sur les yeux et le visage. Et si on va peut-être encore plus loin, le comportement, la posture physique. Ouais. Alors après, le comportement, ça va être dans le regard porté sur. Ça veut dire que le regard porté sur, c'est là où le mental rentre en jeu, en fait. La première émanation, ça va être sans contrôle, c'est-à-dire que ça passe et ça s'exprime, de façon fluide comme ça. Et par-dessus ça, va y avoir le regard porté sur, ça va passer par le cerveau avec plein de filtres mentaux, culturels. Et ça va venir aussi impacter le regard, mais on va dire que c'est quand la personne est dans un processus actif de regarder quelque chose. Tu ouvres une porte, il y en a 10 qui se présentent. D'accord. Est-ce que, Mélanie, tu pourrais observer un regard, alors je l'avais nommé le regard assassin parce qu'on l'avait évoqué dans notre première exploration, où d'ailleurs je crois que c'est toi qui avais dit le regard peut être destructeur, peut faire... En fait, ça c'est quand... donc là, si tu veux les informations perçues par les yeux en fonction de par quelle partie, par quel centre énergétique c'est reçu et exprimé, c'est le schéma naturel. Le regard perçant, c'est ce que je disais quand ça amène cette connexion électrique de Dieu à Dieu, et donc avec une concentration énergétique vraiment sur cette connexion-là. Et comme s'il y avait cette possibilité, enfin toi, ça fait comme une emprise, ça peut même faire une emprise. Et que les personnes qui utilisent ça, ils peuvent, une fois que cette connexion est faite, faire passer des messages ou des intentions électriques. Et en fait, ça fait vraiment un accès direct et assez violent parce que autant, tu vois, l'œil, ça va direct là, la glande pinéale, et après, ça va s'exprimer, ça va prendre le temps de circuler dans les différents centres énergétiques et puis s'exprimer à travers des corps. Autant là, c'est un accès direct. Parce que derrière les yeux, il y a la glande pinéale, tu vois, c'est physiquement très près aussi. Et qu'il n'y a pas de filtre pas les mêmes filtres et protections que sur d'autres parties. Est-ce qu'il faut une sorte de consentement, même inconscient de la personne, ou est-ce que vraiment, par notre fabrication, la fabrication de nos yeux, nous pouvons tous ressentir cette emprise-là, malgré nous? Alors, quand c'est vraiment dans une captation de regard physique, il y a une sorte de consentement parce que c'est pas forcément, je veux dire, tu peux en théorie être maître de fermer les yeux ou de détourner le regard. Et là où, après, c'est vraiment dans l'ordre d'une agression parce que, toi, je vois une personne prendre un enfant comme ça par la tête et lui parler les yeux dans les yeux comme ça. Et là, c'est une agression hyper violente parce que ça vient directement, en plus avec une intention un peu de colère, ça vient vraiment directement taper au plus profond de l'être, et au même titre que tu peux blesser profondément le cœur de quelqu'un, là tu peux blesser mais son être profond, donc ça peut faire des grosses empreintes. Mais toi, c'est
il faut vraiment qu'il y ait une agression et qu'il y ait un moyen de tenir, enfin toi, physiquement, parce que sans ça, si tu veux pas capter le regard de quelqu'un, tu peux fermer les yeux ou détourner la tête. Ouais, moi, je vais continuer parce que en attendant, j'avais aussi un avertissement par rapport à l'exercice, en tout cas du thérapeute. Moi, j'étais sur le thérapeute, où c'était l'exemple que j'ai montré, c'était l'exemple idéal. Et c'est vraiment l'importance de choisir les personnes qui vont nous accompagner ou nous aider à monter en conscience, parce que c'est un outil qui est très très précis, très fin. Et même si la personne en face n'est pas mal intentionnée, mais simplement pas assez expérimentée par rapport à l'exercice qu'elle propose à un client en tant que thérapeute, c'est ça, on va dire que ça, il peut y avoir des risques. Donc voilà, non, j'aime pas utiliser le mot faux, mais quand on veut aller voir des personnes qui accompagnent, être vraiment centré dans son cœur et être sûr que c'est notre cœur qui nous amène vers cette personne, et être souverain, même en début de session, même si le rendez-vous est pris, et être souverain d'avoir le choix de dire non et d'arrêter si on est mal à l'aise avec la façon de faire de la personne. Alors, on va rester sur ce registre de regard, de la façon justement de regarder et que notre regard soit perçu, parce que on parle beaucoup de regard fuyant quand une personne justement est sidérée, elle a le regard fixe, comme si elle avait vraiment perçu quelque chose qui la fige. Alors ça me dit, c'est un canal d'expression et de connexion très puissant. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on regarde un peu plus ça, même si Julie, déjà, tu l'as évidemment bien amorcé. On parle aussi d'avoir le regard perdu dans le vague, comme si toute notre conscience était portée justement dans cette projection, dans ce regard-là. Le regard fuyant, c'est quand on ne veut pas dire, on ne veut pas se positionner, on veut éviter, et ça engage toute la personne. Ça me remonte juste le côté anatomique de cette connexion directe à la glande pinéale, et le fait qu'il y ait de l'eau et une conduction nerveuse. Tu vois, déjà anatomiquement, ça explique que ce soit un lieu de passage énergétique très particulier. Moi, j'étais sur l'iris. Je crois que ça s'appelle l'iris, la partie colorée de l'œil. Et on me la montre, je la voyais en 3 dimensions. Si j'étais dans l'iris comme ça, et je voyais toute la structure en 3 dimensions de l'iris, et ça montre la richesse comme s'il y avait une intelligence. Alors c'est pas intelligence, c'est pas juste, mais un concentré d'informations et de conscience à ce niveau-là, et que la variété, l'unicité de l'iris était porteur en fait de l'unicité de la personne et de la présence et la manifestation de sa conscience à l'intérieur. Apparemment, cette structure de l'iris évolue en fonction au moment de la vie, mais même dans la journée, en fonction de la manifestation de la conscience et de la présence de la personne sur son moment présent. Est-ce qu'on pourrait dire que le regard, la lecture du regard d'une personne en dit long finalement, si on se pose dessus, en dit long sur la manière dont elle justement perçoit la vie, son comportement, ses croyances, bref, tout ce qui compose son être humain, mais aussi sa connexion à sa grandeur. Oui, il y a comme s'il y avait une corrélation entre la
la complexité de l'iris de la personne avec alors complexité dans le sens positif du terme, pas dans le sens difficulté, mais la finesse et la précision et tous les schémas qui peuvent exister dans l'iris étaient en rapport avec sa constitution énergétique et donc avec ce que tu viens de dire, les croyances et la façon de voir le monde. Comme si moins une personne était évoluée, alors ça serait à vérifier dans le terrain, mais moins évoluée au niveau de ses perceptions et de sa conscience, moins son iris était complexe à dire. Bon, tu nous ouvres encore une autre porte pour une autre exploration. Très bien. Ok, Mélanie. Oui, on ouvre les portes. Voilà, Mélanie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce que je disais? Non, par rapport à ce que tu disais toi, par rapport aux différentes postures et regards et la difficulté de capter les yeux. Là j'avais la sidération. La sidération, c'est tout le corps qui est sidéré, et en fait c'est parce que l'énergie se met en protection complète. Toi, il y a un état de choc et il y a un repli de toute l'énergie. Et ce qu'on voit dans les yeux, dans la sidération, c'est un peu la même chose que ce qu'on voyait tout à l'heure quand tu me parlais de personnes qui étaient décédées. Et donc, il y a un repli de toute l'énergie, donc l'œil reste figé. Et sans ça, j'observais les enfants, enfin les personnes autistes ou psychotiques ou qui ont un certain handicap mental, qui ont eux aussi la difficulté de capter les regards, qui sont beaucoup dans l'évitement, et pour qui c'est très difficile, voire en fait si on les oblige à le faire, il y a quelque chose de très violent pour eux. Et c'est vraiment ce point d'accès d'information énergétique qui leur reste et qui protège. Ça montre comme si, on ne va pas généraliser, c'est l'exemple que je regarde, énergétiquement, ils n'avaient pas forcément une construction très, comment dire, avec des pots énergétiques, quelque chose qui leur font une constitution propre énergétique et qui a en permanence du mouvement énergétique, et parfois ce qui est moi, ce qui est l'autre, tout ça, ça brasse. Et que le seul point d'ancrage et de référence qu'ils ont, c'est leurs yeux. Leurs yeux, c'est vraiment leur point d'identité énergétique. Et que s'ils captent le regard de quelqu'un, ça fait ce petit choc électrique que je vois et qui vient les attaquer de l'intérieur et atteindre leur, on va dire, leur point de connexion, qui est la particule divine. Ça peut venir directement attaquer, toi, passe par la glande pinéale, les particules divines et leur partie énergétique. Alors, je reprendrai aussi quelque chose qui a été dit dans la première explo. À la fin, on parlait des yeux comme portail de l'âme. Julie a même dit c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? C'est beaucoup plus vaste, comme si l'âme était liée à l'expérience terrestre. Et que quand on se plonge vraiment au plus profond du regard d'une personne, on a accès à son expérience d'essence et son expérience d'énergie. Alors, j'avais envie de dire, pour qui sait la lire. Exactement. Que ce soit toi face à ton miroir, ou que ce soit avec l'autre. Et tu vois, face au miroir, je vois, c'est pour avoir accès à son propre être supérieur, se regarde avec le troisième œil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est plus les yeux, nos yeux physiques qui regardent nos yeux physiques, mais comme si le miroir disparaissait, et en fait il y avait une connexion avec son troisième œil,
en Oui. miroir, mais c'est son propre troisième œil. Ça, c'est la deuxième étape de l'exercice du miroir. Oui. On ira regarder ça. J'ai envie que on s'arrête là pour l'observation première. Et j'ai envie de conclure cet explo par quelque chose de joli et vous proposer de rebondir sur ce qu'a dit Mélanie, c'est-à-dire lors d'un coup de foudre, parce qu'on est bientôt à la Saint-Valentin, n'est-ce pas les filles? Et ça serait rigolo de regarder, de voir, parce que beaucoup en parlent, on sait regarder et ça a été le coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, peut-être observer deux situations, l'une et l'autre. Moi, je vois deux personnes avant, qui est le croisement de regards. Je les vois évoluer dans un environnement commun, physique. Et il y a, avant toute rencontre, en fait, il y a comme si leurs énergies étaient en train de commencer à vibrer. Parce qu'elles ont des points, des attaches énergétiques ou des électrons miroirs qui se mettent en connexion à vibrer parce qu'ils se rapprochent physiquement. Et le coup de foudre, en fait, commence avant d'être le coup, avant d'être la foudre, c'est le corps qui se met, c'est tous les corps énergétiques qui se mettent en vibration. Et au moment où les regards se croisent, il y a une condensation et en fait immédiatement un alignement de ces deux personnes qui se fait, et comme c'est accéléré par la mise en mouvement préalable de toutes les énergies, ça fait une explosion. Et comme le regard, c'est de glande pinéale à glande pinéale, hein, au-delà du regard, il y a une décharge qui se passe. Ok. Et prends un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce coup de foudre? Alors c'est vrai, je parlais de la Saint-Valentin, mais ça peut être évidemment dans bien d'autres relations, heureusement d'ailleurs. Ce que c'est vraiment qu'ils ont des énergies très très similaires, les deux êtres qui se rencontrent. Elles ont en tout cas sur un certain plan, elles ont une couche énergétique quasiment identique. Alors, on peut parler, j'aime pas trop mettre les mots, mais dans la notion de jumélité, c'est-à-dire qu'il y avait une énergie commune qui a été séparée à un moment et qui se retrouve, et donc qui porte une empreinte originelle commune. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe parce qu'il y a une reconnaissance. Et en fait, ces deux énergies qui évoluaient indépendamment, la couche que j'observe dans leur corps énergétique, elle porte une teinte identique et en même temps elle porte une teinte différente du fait de leur parcours. Et quand elles se rapprochent comme ça, c'est la teinte identique se met à prendre beaucoup d'importance et à rentrer en vibration pour pouvoir se reconnecter avec l'autre en face. Alors, les coups de foudre amoureux se terminent pas. Enfin, mais justement, il y en a qui se terminent. Tu sais, c'est comme si, hop, ça match, comme dirait l'autre. Et puis après, Ouais. On peut parler de la coup de foudre d'une rencontre sans forcément que ce soit amoureux. Moi, je voyais la même chose que Julie. Je rajoute que le côté, c'est vraiment le côté électrique qui ressort parce que ça fait une décharge qui permet de nettoyer ou de réinitialiser certains. Ça fait un nettoyage instantané de certains miasmes ou certaines peurs ou réticences qui vont être levées instantanément, même si après elles redescendent, et qui permet justement d'ouvrir les yeux l'un sur l'autre et de se voir. Là, en fait, on décrit le vrai coup de foudre. Et je vois des cas en fait où il y a une sorte d'artificialité du coup de foudre. Comme s'il y avait des personnes qui avaient, alors consciemment, qui maîtrisaient
ce phénomène pour le reproduire artificiellement sur une autre. Alors, C'est-à-dire qu'au lieu que l'énergie du coup de foudre émane de la rencontre, une des personnes crée une grosse énergie forte qu'elle envoyait à celle d'en face et celle d'en face pensait que c'était un coup de foudre alors qu'en fait elle était simplement foudroyée par l'autre. est-ce que on pourrait parler dans ces cas-là de, alors peut-être que c'est un gros mot là tout de suite, mais de prédation? Oui. Oui, c'est une prédation. Ouais, c'est une sorte d'hameçonnage. Alors, si vous voulez bien, on va pas trop s'étendre sur le coup de foudre parce que ça serait super sympa qu'on fasse cette enquête peut-être pour la Saint-Valentin, ça serait chouette. Mais juste, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, tu décrivais, Julie, c'est les corps énergétiques, les électrons miroirs qui se rencontrent. Et puis, il y a le phénomène du regard. Clac, quelque chose qui accroche. Ouais, c'est vraiment c'est le regard, ça squeeze beaucoup de corps et ça fait les yeux dans les yeux et ça monte directement dans les parties supérieures beaucoup plus vite que quand ça doit passer par tous les niveaux de conscience. Le côté électrique du coup de foudre, c'est que ça permet de reconnecter des corps qui étaient, des fréquences communes qui n'étaient pas encore en adéquation, et ça permet de les remettre en équation. Alors pas forcément toutes, mais ça active ça en tout cas. Et pourquoi le Pourquoi point d'accroche dans le regard? Tu vois, ça pourrait être juste la présence physique. Vas-y, Julie. non, j'étais sur l'énergie. L'énergie générée en fait par la rencontre, Ouais, vas-y. c'est un choix des deux âmes de vivre ce point d'énergie pour cette espèce d'explosion, pour leur propre évolution, pour leur choix de parcours. Et ce qui est important, c'est de percevoir ces coups de foudre sur un point énergétique et sur des corps supérieurs. Et c'est pour ça que certains coups de foudre n'aboutissent pas à la mise en place d'une vie commune ou d'un parcours long ensemble, parce que l'important, c'est la rencontre énergétique et l'énergie qui en génère et qui permet aux personnes d'évoluer et d'avoir un coup d'accélérateur dans leur chemin. Et donc, tu posais la question sur l'importance du regard, mais c'est vraiment parce que à chaque fois, le regard, c'est un tube direct vers les parties supérieures et l'essence de la personne. C'est toujours cet accès qui est direct. Et comme les deux personnes, lors d'un coup de foudre, ont des énergies très communes, qui sont communes, le regard, en fait, tous les filtres sont levés et ils vont à l'essentiel de chacun de l'autre. Chacun va à l'essentiel de l'autre parce que comme il y a un parcours commun au niveau énergie, vu que chacun connaît ses propres filtres, même si c'est pas en conscience, quand elle perçoit les mêmes en face d'elle, en fait, c'est pas des barrières, c'est traversé directement parce qu'on a la clé réciproque de l'autre. Mélanie, tu veux rajouter quelque C'était chose? par rapport à la notion de rencontre. En fait, ça va dépendre sur quel est comment dire le mode d'expression dans la rencontre avec l'autre que chacun a. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui est plus dans son mode d'expression de cœur. Donc il n'y a pas le côté coup de foudre là qu'on vient de décrire, mais il y a une mise en résonance des deux cœurs et une harmonisation des cœurs. Et donc c'est une rencontre de cœur à cœur où ça peut être aussi sur un autre plan quand c'est les personnes sont dans une diffusion d'énergie sexuelle. La rencontre va se faire sur le plan de la rencontre, de la compatibilité sexuelle. Donc ça va vraiment dépendre de la rencontre et où va aller la rencontre, de quelle est l'énergie que diffuse chacune des personnes, et si chacune diffuse une énergie qui peut communiquer, et le chemin va se faire ensemble. Enfin, peu. Alors, on va s'arrêter là. C'est un bon teasing pour la suite. C'est parfait. Il y a tant et tant à explorer.
Parce que finalement, hein, qu'est-ce qui nous occupe tous? Il n'y a qu'un seul sujet, c'est l'amour. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles, merci Julie, merci Mélanie pour, Merci Anne-Sophie. Merci voilà, Anne-Sophie. pour cette qualité, pour moi en tout cas, de perception. Et voilà, merci, merci. Et vivement la suite, bien sûr.